La question de savoir si la France est prête pour la prochaine guerre est un sujet de débat complexe, qui est à la une de l'actualité, surtout depuis le début du conflit russo-ukrainien. À une époque marquée par des tensions géopolitiques croissantes, des avancées technologiques rapides et des menaces asymétriques, il est essentiel de comprendre les capacités et les préparations de la France face à un éventuel conflit futur. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les différents aspects de la préparation militaire française, y compris l'état des forces armées, les innovations technologiques, la coopération internationale et les politiques de défense. Prêt à évaluer la capacité de l'armée française? Alors, c'est parti! Revenons d'abord un instant sur l'histoire des forces armées françaises. Riche et complexe, elle remonte à plusieurs siècles et elle est marquée par des évolutions significatives en termes de structure, de stratégie et de technologie. Elle commence véritablement avec les rois francs, notamment Charlemagne au 7e siècle, dont les campagnes militaires ont jeté les bases de l'État français médiéval. Au Moyen-Âge, l'armée française se composait principalement de chevaliers recrutés par les seigneurs locaux. La guerre de 100 ans contre l'Angleterre fut une période charnière, mettant en évidence la nécessité de réformes militaires. La victoire française à la bataille de Castillon en 1453 marqua la fin du conflit et l'affirmation de l'artillerie comme force décisive. Ensuite, sous l'Ancien Régime, la France développa une armée permanente. Louis XIV joua un rôle crucial en centralisant et en professionnalisant les forces armées, augmentant leur nombre et améliorant leur organisation. Ensuite, avec la Révolution française, l'armée est transformée radicalement, introduisant la conscription universelle avec la levée en masse en 1793. C'est une mesure révolutionnaire qui obligeait tous les citoyens français, âgés de 18 à 25 ans, à s'engager dans l'armée pour défendre la République. Cette levée en masse a permis de mobiliser rapidement des centaines de milliers de soldats pour faire face aux menaces extérieures et intérieures, notamment pendant la guerre de Vendée. Cette nouvelle armée repoussa les coalitions étrangères et permit à Napoléon Bonaparte de mener ses célèbres campagnes. Ainsi, sous Napoléon, l'armée française devint une force redoutée, conquérant une grande partie de l'Europe avant de subir des défaites décisives, notamment à Waterloo en 1815. Après la chute de Napoléon, la France reconstitua son armée au cours de la Restauration, de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Les innovations technologiques de la révolution industrielle influencèrent les tactiques et l'armement. La défaite contre la Prusse lors de la guerre franco-prussienne marque un tournant conduisant à des réformes militaires profondes. Ensuite, au XXe siècle, l'armée française joua un rôle crucial dans les deux guerres mondiales. Après 1945, la France se reconstruisit. La création de la force de dissuasion nucléaire dans les années 60 sous De Gaulle affirma l'indépendance stratégique de la France. Aujourd'hui, l'armée française est une force moderne et professionnelle, impliquée dans des opérations de lutte contre le terrorisme, comme l'opération Sentinelle sur le sol national, et des missions internationales, notamment au Sahel avec l'opération Barkhane. Les réformes récentes ont mis l'accent sur la modernisation technologique, la cybersécurité et la coopération internationale, consolidant la place de la France en tant qu'acteur majeur de la défense européenne et mondiale. Maintenant que tu comprends un peu plus l'histoire de l'armée française, regardons sa composition. L'armée française, connue sous le nom de Forces armées françaises, est une institution complexe et diversifiée, composée de plusieurs branches et entités travaillant en synergie pour assurer la défense nationale et participer aux opérations internationales. On te propose maintenant de découvrir chacune d'entre elles. Armée de terre. Il y a d'abord l'armée de terre, qui est responsable des opérations au sol. Elle inclut diverses unités spécialisées, notamment l'infanterie, qui se concentre sur le combat au sol, la cavalerie, qui se compose d'unités blindées et de reconnaissance, et l'artillerie, fournissant un appui-feu à longue distance. Le génie militaire est chargé des travaux de construction, de fortification et de déminage, tandis que les unités logistiques assurent le soutien matériel et logistique essentiel pour les opérations. Sa création officielle est attribuée aux compagnies d'ordonnance de Charles VII en 1445.
Ce sont les premières unités militaires permanentes et professionnelles. Ainsi, les compagnies d'ordonnance ont permis de moderniser l'armée française. Elles ont également contribué à renforcer le pouvoir royal en créant une armée fidèle et efficace. Comme tu l'as vu précédemment, l'armée de terre a joué un rôle crucial dans de nombreux conflits majeurs, notamment les guerres de la Renaissance, les guerres napoléoniennes et les 2 guerres mondiales. En 2022, l'armée de terre française comptait 130 000 hommes et femmes, dont plus de 25 000 réservistes. Dans son arsenal, on retrouve bien sûr les chars de combat, dont le char Leclerc, réputé pour sa technologie avancée, qui combine mobilité, protection et puissance de feu. Il est développé par Nexter et est entré en service en 1992. Il est équipé d'un canon de 120 mm à âme lisse et d'un système de chargement automatique, ce qui lui permet de tirer jusqu'à 12 coups par minute. Sa protection est assurée par une combinaison de blindage composite modulaire et d'un système de protection active. Propulsé par un moteur diesel de 1500 chevaux, il peut atteindre une vitesse de 72 km/h. L'armée de terre est également dotée de véhicules blindés, tels que le VBCI et le VAB, qui assurent la mobilité et la protection des troupes. Il y a également le Griffon, un véhicule blindé multirôle récemment introduit pour remplacer les véhicules plus anciens. L'artillerie est représentée par des systèmes comme le César, un obusier automoteur. Ce dernier est développé par Nexter et mis en service en 2004. Conçu pour être mobile, rapide et discret, le César est monté sur un camion à 6 roues motrices, ce qui lui permet de se déplacer sur des terrains accidentés. Il est capable de tirer des obus de 155 mm à une portée de 42 km et peut atteindre une cadence de tir de 6 coups par minute. Il est utilisé par plusieurs autres pays que la France, dont l'Arabie Saoudite, l'Arménie et le Maroc. De plus, il a été déployé dans des conflits comme la guerre en Afghanistan et la guerre du Mali. En termes d'infanterie, les soldats sont équipés du fusil d'assaut HK416, remplaçant progressivement le FAMAS, un fusil d'assaut bullpup. Ensuite, nous avons la Marine nationale qui gère les opérations navales. Avec une histoire remontant au Moyen-Âge, elle a évolué pour devenir l'une des marines les plus puissantes et modernes du monde. Créée officiellement en 1626 par le cardinal de Richelieu sous le règne de Louis XIII, elle fut initialement connue sous le nom de Marine royale. Aujourd'hui, la Marine nationale française compte environ 39 000 marins. Elle est composée de plusieurs forces spécialisées, telles que la Force d'action navale, la Force océanique stratégique, la Force maritime des fusiliers marins et commandos et l'aéronautique navale. Ces unités sont responsables de missions variées, allant de la protection des intérêts maritimes de la France à la dissuasion nucléaire, en passant par la projection de forces et le sauvetage en mer. Ces forces sous-marines incluent des sous-marins nucléaires d'attaque et des sous-marins lanceurs d'engins, tandis que les forces de surface se composent de frégates, de destroyers, de porte-avions et d'autres navires de guerre. Par exemple, on retrouve le porte-avions Charles de Gaulle. À propulsion nucléaire, il a été lancé en 1994 et mis en service en 2001, marquant une étape importante dans les capacités militaires navales françaises. La propulsion nucléaire lui confère une autonomie impressionnante, lui permettant de rester en mer pendant de longues périodes sans nécessité de ravitaillement fréquent. Il est équipé d'un important arsenal comprenant des avions de combat Rafale, des hélicoptères de combat et des drones. Avec une longueur d'environ 261 mètres et un déplacement de plus de 42 000 tonnes, il figure parmi les plus grands porte-avions au monde. On peut également parler des SNLE français, ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui jouent un rôle crucial dans la stratégie de dissuasion nucléaire de la France. Leur histoire remonte à 1963, lorsque la décision de développer ces sous-marins a été prise. Le premier d'entre eux, nommé le Redoutable, a été mis en service en 1971, marquant le début d'une nouvelle ère pour la marine française. Les SNLE actuels appartiennent à la classe Le Triomphant, qui comprend 4 sous-marins qui ont été mis en service entre 1994 et 2008. Ils mesurent 138 mètres de long, 12,5 mètres de large et pèsent 14 200 tonnes en plongée.
Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire et un groupe turboréducteur de 30,5 MW leur permettant de rester en mer pendant de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement. En termes d'armement, chacun est équipé de 16 missiles stratégiques M51 capables de porter plusieurs têtes nucléaires. Ils disposent également de tubes lance-torpilles pour des torpilles F-17 et des missiles SM-39 Exocet, leur offrant une capacité de défense polyvalente. La troisième branche est l'armée de l'air et de l'espace, qui est responsable des opérations aériennes et spatiales. L'armée de l'air a été officiellement créée le 2 juillet 1934, bien que ses origines remontent à la Première Guerre mondiale. En 2020, elle a été renommée Armée de l'air et de l'espace pour refléter son rôle élargi dans les opérations spatiales. Elle compte plus de 44 000 militaires, dont 6 500 officiers ainsi que 5 000 civils. Elle comprend l'aviation de chasse, composée d'avions de combat, et l'aviation de transport, qui utilise avions et hélicoptères pour le transport de troupes et de matériel. Il y a aussi la défense anti-aérienne, qui gère les systèmes de protection contre les attaques aériennes et les missiles, tandis que les opérations spatiales se concentrent sur la surveillance et la gestion des actifs spatiaux militaires. Dans son arsenal, on retrouve le célèbre Rafale, un avion de combat multirôle conçu et fabriqué par Dassault Aviation. Il est capable d'effectuer une large gamme de missions, y compris la défense aérienne, les frappes profondes et la reconnaissance. Il est disponible en 3 variantes, le Rafale C monoplace pour les bases terrestres, le Rafale B biplace qui est également pour les bases terrestres, et le Rafale M monoplace pour les opérations à partir de porte-avions. Il est équipé de technologies avancées, telles que le radar RB2E, le système de guerre électronique Spectra et des capteurs optroniques pour la détection infrarouge. Il y a aussi le Mirage 2000. Cet avion de chasse multirôle conçu par Dassault Aviation est entré en service en 1984. Il est capable d'effectuer des missions de supériorité aérienne, de défense aérienne, de frappe et de reconnaissance. Il est équipé d'un moteur Snecma M53P2 capable d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2.2 à haute altitude, soit plus de 2700 km/h, et peut atteindre une vitesse de Mach 1.2 à basse altitude, soit plus de 1200 km/h. Il dispose de 2 canons DEFA 554 de 30 mm et peut emporter une variété de missiles air-air et air-sol, ainsi que des bombes guidées. Plus de 600 exemplaires ont été construits et exportés vers plusieurs pays, dont l'Inde, l'Égypte et les Émirats arabes unis. On peut aussi parler des escadrons de transport, qui utilisent des appareils comme l'A400M Atlas et le C-130 Hercule, 2 avions de transport militaires. L'armée de l'air dispose également de moyens de ravitaillement, avec des avions comme le KC-135 Stratotanker et l'Airbus A330 MRTT Phoenix, ainsi que des drones de surveillance, comme avec le drone américain MQ-9 Reaper. La défense aérienne est assurée par des systèmes de missiles sol-air tels que le SAMP-T. C'est un système de défense aérienne développé par le consortium européen Eurosam, en partenariat avec Thales et MBDA. Il est conçu pour protéger les troupes et les infrastructures stratégiques contre les menaces aériennes telles que les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques. Enfin, l'armée de l'air et de l'espace joue un rôle essentiel dans la dissuasion nucléaire française avec la force aérienne stratégique. Cette force utilise des avions Rafale capables de lancer des missiles nucléaires ASMP-A, qui signifie air-sol moyenne portée améliorée. Une autre branche importante est le commandement de la cyberdéfense, aussi appelé ComCyber. C'est une autorité opérationnelle permanente et interarmée créée en mai 2017 sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées, alias CEMA. Son rôle principal est de protéger les systèmes d'information du ministère des Armées contre les cyberattaques, ainsi que de concevoir, planifier et conduire des opérations militaires dans le cyberespace. En d'autres mots, ses missions sont de prévenir, détecter et contrer les attaques visant les systèmes d'information du ministère, assurer la sécurité des systèmes d'information sous la responsabilité du CEMA, mais aussi planifier et exécuter des opérations militaires dans le cyberespace, incluant des actions de lutte informatique offensive et de lutte informatique défensive. Le ComCyber
rassemble plus de 3600 cybercombattants civils et militaires, répartis entre 2 structures. On peut aussi parler de la gendarmerie nationale, qui est responsable de la sécurité intérieure, de la police judiciaire, de la sécurité routière et des opérations militaires. Elle est composée de plusieurs unités spécialisées. La garde républicaine assure la protection des institutions et des hautes personnalités. Les gendarmes mobiles sont chargés du maintien de l'ordre lors des manifestations et des crises. La gendarmerie départementale intervient dans la police judiciaire et la sécurité routière. Enfin, les gendarmes d'élite du GIGN sont spécialisés dans les interventions à haut risque, y compris les prises d'otages et les opérations contre-terroristes. Il y a aussi le service de santé des armées qui fournit les soins médicaux aux militaires et à leurs familles, et qui comprend des hôpitaux militaires, des centres médicaux et des équipes médicales déployées sur le terrain. Une dernière branche est la Direction générale de l'armement, qui est chargée de la recherche, du développement et de l'acquisition de matériel militaire. En termes de matériel, elle est responsable de la maîtrise d'ouvrage de tous les systèmes d'armement, couvrant une gamme complète d'équipements technologiques nécessaires aux armées françaises. Cela inclut les systèmes terrestres, navals, aéronautiques, spatiaux, les systèmes de commandement et de communication, ainsi que la cybersécurité et la robotique. Elle joue donc un rôle crucial dans l'innovation et la technologie de défense, en menant des essais et des expertises uniques en France et en Europe. Elle est également un acteur majeur de l'économie française, avec des commandes importantes à l'industrie de défense et une présence internationale dans plusieurs pays. D'ailleurs, où en est l'armée française à l'international? Quel est son rôle? Regardons ça de plus près. En effet, l'armée française participe également à des missions de maintien de la paix et des interventions internationales, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Balkans. Il faut savoir que les forces armées françaises ont été présentes dans de nombreux conflits, notamment à travers des engagements opérationnels. Par exemple, en Afghanistan. Après les attentats du 11 septembre 2001, la France a rejoint la coalition internationale. Les forces françaises ont participé à des missions de combat, de formation et de reconstruction. Elles ont aussi été déployées en Côte d'Ivoire pour stabiliser le pays en proie à une guerre civile. L'opération a évolué d'une mission de maintien de la paix à une intervention plus directe lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ensuite, en 2013, l'armée française a lancé l'opération Serval pour repousser les groupes islamistes armés au Mali. Cette opération a été suivie par l'opération Barkhane en 2014, une mission plus large visant à combattre le terrorisme dans toute la région du Sahel. De plus, dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh, la France a lancé l'opération Chamal en septembre 2014. Cette opération se concentre principalement sur l'Irak et la Syrie, où les forces françaises participent à des missions de bombardement, de reconnaissance et de formation des forces locales pour éradiquer les cellules terroristes. Depuis 2015, il y a également l'opération Sentinelle. Suite aux attentats de Paris en janvier et novembre 2015, la France a lancé cette opération, déployant des milliers de soldats pour protéger les sites sensibles et rassurer la population. Cela a souligné le rôle de l'armée dans la sécurité intérieure, en complément des forces de police. Il ne faut pas non plus oublier que la France reste un contributeur majeur aux missions de maintien de la paix de l'ONU, ainsi qu'aux opérations de l'OTAN. En effet, la France participe à l'initiative de l'OTAN de renforcement de la défense collective en Europe de l'Est, notamment dans les pays baltes et en Pologne. Ces déploiements visent à dissuader toute agression potentielle de la Russie et à assurer la sécurité des membres de l'Alliance Atlantique. La coopération avec les alliés européens a également été renforcée, notamment à travers des initiatives comme la coopération structurée permanente de l'Union européenne, visant à améliorer la collaboration en matière de défense. Mais revenons un instant sur l'ONU. Depuis 1978, la France participe à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, aussi appelée FINUL. Créée pour surveiller la cessation des hostilités entre Israël et le Liban, et pour soutenir le gouvernement libanais dans le maintien de la paix et de la sécurité. La contribution française comprend des troupes terrestres, du matériel et une coopération logistique. Le FINUL
a fait la une de l'actualité en octobre 2024, après que certaines de ses bases ont été prises pour cible par l'armée israélienne. Maintenant que tu sais de quoi est composée l'armée française, que tu comprends son fonctionnement et son rôle à l'international, on peut se demander, est-ce que la France est prête à faire face à une nouvelle guerre ? À la fin du mois de février 2024, le président russe, Vladimir Poutine, a jugé que les menaces occidentales créaient un réel risque de conflit nucléaire. Il a ensuite ajouté détenir des armes capables d'atteindre des cibles occidentales. Il ne faut pas oublier que peu de temps avant ces propos, Emmanuel Macron avait déclaré envisager d'envoyer des troupes françaises pour soutenir l'Ukraine. Par la suite, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, a expliqué que « L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge, parce que ça peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. » Ensuite, début juin 2024, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclare que la France est prête à participer directement au conflit. Il explique « Disons que M. Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire. » En fait, quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle coopération avec Kiev, avec la cession de Mirage 2005 et une formation de pilotes ukrainiens en France. Il a aussi indiqué que Paris proposait de former 4500 soldats ukrainiens sur son sol. À ce propos, Peskov a qualifié les déclarations du président français d'extrêmement provocatrices, accroissant les tensions sur le continent et n'apportant rien de positif. De son côté, le chef de l'État français a démenti que ces mesures soient un facteur d'escalade. Inquiets, nombreux se sont demandé si la France serait capable de se défendre si elle était touchée par un conflit. Pour savoir, il faut d'abord regarder où se trouve l'armée française par rapport aux autres armées dans le monde. Pour cela, il faut se tourner vers le Global Firepower, qui publie chaque année le classement des plus grandes puissances militaires. Au début de l'année 2024, la France a perdu 2 places par rapport à l'an dernier et se classe ainsi à la 11e place sur 145 nations. Il faut savoir que pas moins de 50 facteurs sont pris en compte pour établir ce classement. Il y a par exemple l'effectif militaire, le budget consacré à la défense ou encore la diversité des armements. À partir de ces informations, chaque pays se voit attribuer un score compris entre 0 et 1. Plus le score se rapproche de 0, plus la nation est puissante militairement. En cette année 2024, la France obtient la note de 0,1878. Ainsi, le pays est l'une des plus grandes puissances militaires d'Europe. Malgré avoir chuté dans ce classement, il ne faut pas oublier qu'en juillet 2023, le Parlement français a voté la loi de programmation militaire. Cette dernière vise à moderniser et renforcer les capacités militaires françaises sur une période de 7 ans pour garantir l'intégrité du territoire, la protection des populations, la stabilité et la paix en Europe. Elle inclut également des investissements dans la dissuasion nucléaire, le renseignement militaire ainsi que les défenses cyber, sol-air, spatiale et maritime. Par conséquent, elle prévoit que le budget de la défense soit porté à 2% du PIB entre 2025 et 2027, en plus d'atteindre l'objectif de 275 000 personnels de défense et 80 000 réservistes en 2030. Ainsi, après une hausse historique en 2023, le budget militaire de la France passera de 47,4 milliards d'euros en 2023 à 74,6 milliards en 2030. La loi prévoit, entre autres, 16,2 milliards de dollars consacrés aux munitions et 53 autres millions à l'entretien des matériels. Enfin, Paris dispose de l'arme nucléaire, avec 290 ogives. Elle est donc la 4e force de frappe nucléaire au monde, derrière la Chine, les États-Unis et la Russie. Il faut savoir que la France a développé sa capacité nucléaire dans le cadre de sa stratégie de dissuasion, connue sous le nom de force de frappe. Son programme nucléaire a débuté après la Seconde Guerre mondiale avec le premier essai nucléaire réalisé le 13 février 1960 dans le désert du Sahara en Algérie. Cette première bombe, surnommée Gerboise bleue, a ainsi marqué le début de la France en tant que puissance nucléaire. Les bombes atomiques françaises sont principalement basées sur 2 types de vecteurs, les missiles balistiques et les bombes larguées par avion. Les missiles balistiques intercontinentaux étaient initialement déployés sur des bases terrestres, mais ont été progressivement remplacés
par des missiles lancés depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les fameux SNLE dont on te parlait un peu plus tôt. Ces sous-marins, comme ceux de la classe Le Triomphant, sont équipés de missiles M51 capables de transporter des ogives nucléaires sur de longues distances. En plus des SNLE, la France dispose également d'une composante aérienne dans sa force de dissuasion. En effet, les avions de chasse Rafale B, équipés de missiles air-sol moyenne portée améliorés, peuvent effectuer des missions de dissuasion nucléaire. Ces avions sont capables de transporter des ogives nucléaires et de les larguer sur des cibles stratégiques. Il faut savoir que la doctrine de dissuasion nucléaire française repose sur le principe de la suffisance stricte, c'est-à-dire maintenir un arsenal suffisant pour infliger des dommages à tout adversaire potentiel. Ainsi, la France est le seul pays d'Europe dont la défense repose au final sur sa dissuasion nucléaire, ce qui fait que l'alliance avec les États-Unis compose le cœur de la défense de tous les autres pays de l'Union européenne, sans exception. Regardons ça de plus près. En cas de guerre, il ne faut pas oublier que la France pourra compter sur ses alliés. Militairement, la France a plusieurs alliés clés, principalement au sein de l'OTAN. En effet, en tant que membre fondateur, la France entretient des relations militaires étroites avec d'autres pays membres, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne ou encore l'Italie. D'ailleurs, à ce sujet, il ne faut pas oublier l'article 5 du traité de l'OTAN, qui est une pierre angulaire de l'Alliance Atlantique. Il établit le principe de la défense collective, stipulant que toute attaque armée contre un membre de l'organisation est considérée comme une attaque contre tous les membres. En conséquence, chaque membre s'engage à prendre les mesures nécessaires pour aider l'État attaqué, y compris l'utilisation de la force armée si nécessaire. En dehors de l'OTAN, la France collabore également avec des pays européens, notamment dans le cadre de l'Union européenne de défense. Cette dernière est un cadre institutionnel de l'Union européenne qui vise à renforcer la sécurité et la défense des États membres. Fondée sur les traités de Maastricht et de Lisbonne, elle permet aux pays membres de coopérer étroitement en matière de politique de sécurité et de défense, tout en maintenant la souveraineté nationale sur leurs forces armées. Ainsi, elle a pour objectifs principaux la prévention des conflits, le maintien de la paix, la protection des citoyens et la coopération internationale. La France a également des alliances bilatérales avec des pays comme l'Inde, le Japon et plusieurs pays africains avec lesquels elle entretient des relations historiques et stratégiques. Ainsi, malgré les inquiétudes, surtout depuis le début du conflit russo-ukrainien, certains experts rappellent que la France a 3 avantages qui lui permettraient de ne pas se retrouver dans la même situation que l'Ukraine. La première est que le pays est doté de la dissuasion nucléaire. La deuxième est que Paris est membre de l'OTAN. Et comme vu précédemment, attaquer un pays de l'Alliance Atlantique, c'est prendre un risque considérable, bien plus que d'attaquer un pays qui n'est pas membre d'une alliance défensive. Et troisièmement, la France n'a pas de voisins immédiats avec lesquels les tensions sont à leur paroxysme, comme c'est le cas avec la Russie. Il est donc clair que la préparation de la France pour la prochaine guerre repose sur un équilibre délicat entre modernisation des forces armées, coopération internationale et adaptation aux nouvelles formes de menaces. Bien que la France dispose d'une armée professionnelle et bien équipée, elle ne pourra pas y faire face sans l'aide de ses alliés. Ainsi, pour beaucoup, en continuant à investir dans la défense et à renforcer ses alliances, la France peut accroître sa résilience face aux conflits à venir, assurant ainsi la sécurité de sa nation et la stabilité régionale.